Bien que les gouvernements aient dissimulé les données, les brevets enfouis sont restés intacts. Mais parce que les résultats menaçaient les profits des entreprises, les dossiers ont complètement disparu. Lorsqu'un inventeur français installait un simple fil, les récoltes environnantes triplaient. Alors qu'un fil de cuivre captait l'électricité atmosphérique, le sol mourant reprenait instantanément vie. Tandis que les agriculteurs modernes achètent des produits chimiques synthétiques, la nature fournit une énergie gratuite. Si nous ne révélons pas ces documents oubliés, le monopole agricole perdurera. Puisque la physique reste totalement inchangée, n'importe qui peut reproduire ces méthodes. Avant de planter votre prochaine graine ce printemps, vous devez comprendre cette technologie. Bien qu'il ait été ridiculisé par la communauté scientifique, la récolte a prouvé sa théorie. Si vous appliquez ce secret du 19e siècle, votre jardin sera transformé du jour au lendemain. Justin Christophe n'était pas un nom familier dans le monde de la science. Il était agriculteur, expérimentateur et inventeur infatigable. Né en France en 1865, il poursuivait depuis des décennies, au début des années 1920, l'idée unique que les plantes pouvaient prospérer non seulement grâce aux nutriments du sol, mais aussi grâce à l'énergie invisible tirée du ciel. Le 26 octobre 1925, Christophe déposa un brevet en Suisse pour ce qu'il appelait un appareil terrestre électromagnétique. Le document numéro C, H18648A, publié en mai suivant, décrivait un système de plaques de cuivre et d'acier magnétique conçu pour capturer l'électricité atmosphérique et la diriger dans la Terre. Il ne s'agissait pas d'une simple expérience de sous-sol. Le brevet se trouve toujours dans les archives, un vestige juridique qui détaille chaque fil, chaque plaque, chaque connexion. La motivation de Christophe venait des champs eux-mêmes. Il affirmait qu'avec son appareil, l'avoine atteignait jusqu'à 5 pieds de hauteur et que de vieux arbres mourants reprenaient vie. Des photos du milieu des années 20 montrent des légumes qui semblent appartenir à un autre monde. Les citrouilles sont plus larges que des tonneaux. Les choux ont presque la taille d'un être humain. Ces images, publiées dans les livres et brochures de Justine, alimentèrent les rumeurs d'une percée défiant toutes les règles de la pédologie. Le Comité britannique sur l'électricité, créé en 1918 sous l'égide du ministère de l'Agriculture, attira l'attention sur les travaux de Christophe. Au début des années 20, le comité recueillait des rapports, étudiait des photographies de culture et envoyait des observateurs sur des sites à travers toute l'Europe. Leur mandat était simple: séparer le fait de la fiction. Pendant près de 2 décennies, jusqu'en 1936, le comité collecta des photographies de terrain, des registres de récolte et des témoignages d'inventeurs comme Christophe. Leur rapport intermédiaire, portant la mention « ne pas publier », répertoriait tout, des tiges géantes d'orge aux étranges dispositifs apparaissant dans les jardins français. Malgré les preuves visuelles frappantes, les dossiers du comité révèlent un schéma de questions restées sans réponse. Les négatifs originaux ou les vérifications indépendantes des images les plus spectaculaires n'ont jamais fait de surface. Les photographies, bien que convaincantes, ont toujours oscillé entre preuves et légendes. Pour chaque cliché d'une récolte record, un doute subsistait. Un sceau rouge, ne pas publié, verrouilla les conclusions du comité. Les derniers volumes, remplis d'années de données, de tests sur le terrain et de correspondances, disparurent dans les archives gouvernementales. Seules 2 copies sont connues pour avoir survécu au temps. Le reste fut retiré de la circulation, mis en boîte et oublié à jamais. Chaque parcelle de terre libre, d'un parc urbain à un champ rural, se trouve sous une rivière invisible d'électricité. L'air au-dessus de nos têtes maintient une charge constante, positive dans le ciel et négative dans le sol en dessous. Les physiciens appellent cela le gradient de potentiel atmosphérique.
Par temps clair, la différence entre le ciel et le sol est d'environ 100 volts pour chaque mètre de hauteur et allure. Ce n'est pas la foudre, ni un choc que l'on peut ressentir, mais une tension tranquille, coulant toujours comme une marée douce. Les plantes se trouvent en plein milieu de ce champ. Leurs feuilles et leurs tiges, couvertes de poils microscopiques et de cire, agissent comme des conducteurs naturels. Chaque brin d'herbe, chaque pousse de haricot recueille silencieusement une charge électrique de l'air. Les racines enfouies dans le sol sont connectées au pôle négatif de cette géante batterie naturelle. La plante elle-même devient une antenne vivante, comblant le fossé entre le ciel et le sol. Ce n'est pas seulement une image poétique. Le flux d'électricité est mesurable. Dans certaines expériences, une tige de cuivre enfoncée dans le sol enregistre un faible courant, preuve que l'air et le sol échangent des charges, même par temps calme. Le gradient de tension peut varier selon la météo, mais le schéma de base reste le même. Ciel positif, sol négatif, une différence qui ne dort jamais. Le fil de cuivre est certes bien plus conducteur qu'une tige ou une feuille et peut attirer la charge atmosphérique plus efficacement. Au début des années 20, le secteur de la production alimentaire était sur le point de changer pour toujours. Des usines en Allemagne et aux États-Unis commencèrent à produire de l'ammoniac synthétique à une échelle jamais vue par le monde. Le procédé Haber-Bosch, autrefois secret militaire, remplissait désormais des wagons de chemin de fer et des cargos de sacs d'engrais chimiques. La production monta en flèche, passant d'un peu plus d'1 million de tonnes par an à près de 20 millions de tonnes en 1960, faisant chuter le prix de l'ammoniac de 100 $, la tonne à moins de 30 $ la tonne. La véritable innovation ne résidait pas dans la chimie, mais dans le modèle économique. Les agriculteurs qui comptaient autrefois sur le compost ou le fil de cuivre jetable faisaient désormais face à un nouveau type de contrat. Acheter de l'engrais chaque printemps ou risquer une récolte plus maigre. Un abonnement était intégré. Chaque saison, un nouvel achat. Chaque année, une nouvelle facture. Le marché se développa à mesure que de plus en plus de cultivateurs s'inscrivaient, attirés par la promesse de rendements plus importants et d'une application facile. L'industrie des engrais devint un géant dont les profits étaient liés aux ventes annuelles plutôt qu'à des solutions durables. Dans cette nouvelle économie, une méthode qui fonctionnait indéfiniment avec un simple morceau de fil n'était pas seulement une alternative. C'était une menace. Les rédacteurs en chef et les universitaires tracèrent une ligne, et les colonnes des journaux commencèrent à traiter l'électroculture comme une curiosité plutôt que comme un concurrent. Ces dernières années, la recherche de preuves s'est déplacée des vieux brevets et des jardins des photographies aux vastes étendues de terres agricoles. En Chine, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences agricoles ont décidé de tester l'idée de l'électricité atmosphérique à une échelle qui n'avait jamais été tentée auparavant. Leur expérience couvrait 3600 hectares, une superficie supérieure à 6000 terrains de football. L'exploitation ne reposait pas sur des engrais ou des pesticides, mais utilisait plutôt le champ électrique naturel entre le ciel et la terre, tel que les premiers pionniers l'avaient imaginé, mais à une échelle capable de nourrir une ville. Les résultats ont été difficiles à ignorer. Les rendements ont augmenté de près de 30% sur tous les champs d'essai. Cela signifiait plus de blé, plus de riz, plus de légumes sans ajouter une seule goutte d'engrais synthétique. Le résultat le plus surprenant n'était pas seulement des récoltes plus abondantes. L'utilisation de pesticides a chuté de manière spectaculaire, dans certains cas de 70 à 100%. Une étude de l'Académie chinoise des sciences agricoles a fait entrer le concept d'électroculture dans la science institutionnelle, avec des chiffres suffisamment importants pour balayer les soupçons de coïncidence. Les données ont montré que les plantes, en puisant dans les courants naturels de la Terre, pouvaient prospérer grâce à l'énergie qui était toujours là.
gratuite, silencieuse et en attente juste au-dessus du sol. Une simple bobine de cuivre, plantée dans le sol, peut transformer n'importe quel jardin en une expérience vivante. La méthode n'est pas compliquée, mais la précision est de mise. Commencez par un morceau de fil de cuivre nu de calibre 14, ayant environ l'épaisseur d'un trombone solide. Enroulez-le en une spirale lâche, en visant un diamètre compris entre 5 et 20 cm. Certains jardiniers utilisent un tourillon en bois de 12 à 16 mm de large comme moule pour maintenir l'uniformité de la bobine. La spirale terminée doit comporter au moins 3 spires disposées de manière à ce que l'air et la lumière passent à travers les interstices. Une fois formée, enfoncez le tourillon dans le sol de sorte que la spirale se trouve à 10 ou 15 cm de profondeur, avec l'extrémité supérieure pointant juste au-dessus de la surface. Le détail crucial est que la pointe de la spirale doit être orientée vers le nord magnétique. Une boussole bon marché fera l'affaire. Ne sautez pas cette étape. Les courants telluriques terrestres circulent du nord au sud et l'orientation peut faire toute la différence entre un gain de vigueur et aucun effet du tout. Placez la bobine à une distance de 10 à 20 cm de la base de votre plante. Les sonzelles, les tomates, les haricots et les courges réagissent bien, mais certains jardiniers signalent les résultats les plus spectaculaires avec les légumes à feuilles. En 1841, un horloger écossais nommé Alexander Bain a déposé un brevet qui a discrètement réécrit les règles de l'électricité. Au lieu de s'appuyer sur des piles chimiques coûteuses, Bain a enterré 2 plaques, l'une en zinc et l'autre en cuivre, dans un sol humide et les a reliées par un fil. Le résultat fut un courant stable tiré non pas d'acide ou d'al à la eau salée, mais de la terre elle-même. Ce n'était pas un tour de passe-passe ou une expérience éphémère. L'installation de Bain a alimenté la première horloge électrique au monde, son balancier oscillant grâce à l'énergie captée dans le sol. Son brevet, le brevet britannique numéro 8763, décrivait comment 2 plaques de métaux différents, placées dans un sol humide, pouvaient actionner des engrenages et des électroaimants, sans qu'il soit nécessaire de les remonter ou de les ravitailler. La pile de terre de Bain n'était pas seulement une nouvelle curiosité d'atelier. Elle a trouvé sa place au cœur de la télégraphie victorienne. Les stations de télégraphe à travers la Grande-Bretagne ont commencé à utiliser des plaques de cuivre et de zinc enterrées pour envoyer des signaux le long de fils uniques, le sol lui-même servant de circuit de retour. À Hyde Park et le long de la ligne de chemin de fer Édimbourg-Glasgow, des plaques Bain enterrées fournissaient un courant propre de basse tension, souvent d'environ 1 volt par cellule. Ces installations n'étaient pas purement théoriques. Les ingénieurs ont documenté comment l'alignement des plaques du nord au sud pouvait augmenter la production d'énergie. Des rapports ont commencé à circuler parmi les télégraphistes et les agriculteurs locaux dans les champs humides où des plaques de cuivre et de zinc étaient enterrées sous l'herbe. Quelque chose d'étrange se produisait. Les lignes télégraphiques bourdonnaient doucement au-dessus des têtes, mais c'était le sol lui-même qui attirait l'attention. La bande d'herbe qui courait entre les plaques dissimulées se détachait, plus sombre, plus drue et plus haute que les zones situées à peine quelques pieds plus loin. Il n'y avait pas de sac d'engrais, pas de compost secret, juste la présence silencieuse de 2 métaux et l'infiltration lente du courant à travers le sol. Aucun article scientifique n'a documenté ces changements. Au lieu de cela, l'histoire s'est propagée par le bouche à oreille. Le chef de gare du Yorkshire montrait une bande luxuriante s'étendant le long d'un retour télégraphique enterré. Un gardien dans l'Essex plaisantait en disant que l'herbe semblait savoir où se trouvaient les fils. Des décennies plus tard, un médecin du Connecticut nommé George Starr White y prêta attention. White n'était pas un médecin de campagne ordinaire. Il a passé sa carrière à poursuivre les forces invisibles de la nature, convaincu que l'électricité dans le sol pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'agriculture. Au début du 20e siècle,
J'y ai commencé à promouvoir l'idée que les courants telluriques naturels, ce qu'il appelait l'électricité terrestre, pouvaient être utilisés pour augmenter les rendements des cultures. Ces conférences et brochures décrivaient des expériences où de faibles courants dirigés à travers la Terre semblaient insuffler la vie à des champs épuisés. Le cuivre et le zinc placés dans un sol humide font plus que simplement rester immobiles sous terre. Ils déclenchent une réaction chimique qui transforme la Terre elle-même en une chaîne vivante. La science derrière cela s'appelle l'action galvanique. Le zinc, un métal plus réactif, commence à perdre des électrons. Ces électrons voyagent à travers un fil connecté au-dessus du sol à la recherche d'une plaque de cuivre. Le sol agit comme un pont, transportant des ions chargés entre deux métaux. Ce flux d'électrons représente un courant continu. Dans les bonnes conditions, un sol humide et légèrement acide, la tension entre le cuivre et le zinc peut atteindre entre 0,8 et 1,1 volts. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour déclencher une chaîne de changement sous terre. Ce courant faible mais constant commence à rompre les liaisons chimiques dans le sol. Les plantes, s'avère-t-il, peuvent ressentir cette tension. Leurs racines ne sont pas seulement des pailles passives aspirant l'eau et les minéraux. Des décennies de recherche sur la physiologie végétale ont montré que les racines réagissent réellement aux champs électriques par un phénomène appelé électrotropisme. Dans des expériences de laboratoire contrôlées, les racines se courbent et poussent vers une cathode, une plaque de cuivre. Lorsqu'elles sont exposées à une tension, même infime, des gradients, certaines recherches suggèrent que les racines peuvent détecter des champs aussi faibles qu'1 millivol par centimètre. L'effet est subtil dans la nature, mais dans un jardin doté de plaques de cuivre et de zinc, les racines sont attirées vers la zone où les nutriments sont les plus mobiles. À l'aube du 20e siècle, le courant discret circulant sous le sol n'était plus la seule force façonnant l'agriculture. Un nouvel acteur entra en scène, les engrais synthétiques, et il réécrivit l'économie de l'agriculture. En 1909, Fritz Haber et Carl Bosch déchiffrèrent le code pour extraire l'azote de l'air, le transformant en ammoniac à l'échelle industrielle. Dès 1913, la première usine Haber-Bosch fonctionnait en Allemagne, et bientôt la promesse d'un azote, bon marché et abondant, déferla sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures ou des tonnes de fumier pouvait désormais être accompli avec un seul sac de cristaux blancs. L'industrie des engrais ne vendait pas seulement un produit. Elle vendait une nouvelle façon de concevoir le sol. La publicité des années 20 et 30 promettait des récoltes records et une abondance facile, le tout pour le prix d'un approvisionnement saisonnier. Les bulletins agricoles, soutenus par des agences gouvernementales comme l'USD, commencèrent à promouvoir ce qu'ils appelaient le NPK, azote, phosphore et potassium, comme la trinité fondamentale de l'agriculture moderne. Le message était simple. Un sol sain n'était pas quelque chose que l'on mettait des années à cultiver, mais quelque chose que l'on pouvait acheter, épandre et renouveler. Les agriculteurs, confrontés à la pression de nourrir des populations croissantes et de rivaliser sur les marchés nationaux, en perçurent l'attrait. Les engrais synthétiques étaient fiables, mesurables et surtout reproductibles. Chaque récolte signifiait une nouvelle vente. L'économie privilégiait les produits qui s'épuisent plutôt que les systèmes qui durent éternellement. Le changement était plus que technologique. Il était culturel. Un jardinier amateur se tient devant 2 rangées de laitues. Une rangée comporte un tube de cuivre et un clou galvanisé enterré dans le sol, relié par un fil au-dessus de la terre. Une autre rangée pousse sans aucun métal. Après 4 semaines, la différence est flagrante. La laitue électrifiée est plus grande, avec des feuilles plus larges et un verre plus profond. Les balances numériques confirment le changement.
La biomasse humide moyenne dans la rangée électrifiée est de 38 grammes par plan, contre 26 grammes pour le groupe témoin. Le multimètre touche le cuivre et le zinc. L'écran clignote, puis se stabilise à 1,3 millième de volt. C'est la même plage que celle que les jardiniers signalent sur les forums et les tests YouTube, allant de 0,8 à 1,1 volt, selon l'humidité du sol et le pH. Vous avez peut-être déjà les deux métaux dans votre poche. Avant 1982, chaque centime américain était composé à 95% de cuivre. Après 1982, ils sont passés au zinc sous une fine couche de cuivre, alignés 2 centimes, l'un de 1979, l'autre de 1984. Au premier coup d'œil, ce sont des jumeaux, mais faites-les tomber sur une surface dure et l'illusion se brise. L'ancien centime résonne de manière claire et brillante, comme une petite cloche. Le nouveau atterrit avec un bruit sourd et lourd. En 1974, 2 chercheurs publièrent des photographies qui enfreignaient une règle totalement différente. Des radis 3 fois plus gros que la normale. Des concombres mûrissant 2 semaines plus tôt que prévu. Pas de cuivre, pas de zinc, aucune batterie. Juste un aimant. Albert Roy Davis et Walter R.W.S. présentèrent des photographies en noir et blanc qui défiaient les règles de la biologie végétale. Sur une planche, un groupe de radis se trouve à côté d'un groupe témoin. La différence n'est pas subtile. Les radis traités par aimant sont gonflés jusqu'à atteindre presque 3 fois la masse de leurs homologues non traités. La légende affirme une augmentation de 200 à 300%. Résultat obtenu sans une seule goutte d'engrais, sans sol spécial, sans renfort chimique, avec juste un aimant placé, avec un soin scientifique. Quelques pages plus loin, une autre planche montre une rangée de concombres. Les tiges exposées au pôle sud de l'aimant sont déjà lourdes de fruits. Chaque image est numérotée, étiquetée et accompagnée de notes manuscrites indiquant les dates, les poids et les détails exacts de l'installation. Les planches ne cachent pas leur ambition. Elles invitent à l'examen, offrant un défi visuel direct à l'idée que la croissance des plantes est uniquement régie par la chimie. L'ampleur de l'anomalie est indéniable. Il ne s'agit pas d'amélioration mineure. Les résultats seraient supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ce que le jardinage conventionnel attendrait de n'importe quelle intervention isolée. Les photographies restent au cœur de la démonstration. Elles n'expliquent ni comment l'effet fonctionne, ni pourquoi. Elles montrent simplement ce qui s'est passé lorsque les règles ont été brisées par une force invisible. Philip Callahan a passé sa carrière à étudier les signaux silencieux cachés dans la Terre. En tant que technicien radar devenu entomologiste, il a remarqué quelque chose de spécial en arpentant les champs d'Irlande et les pentes volcaniques de Hawaï. Les sols les plus fertiles, ceux qui produisaient des récoltes luxuriantes année après année, partageaient un trait physique sans rapport avec l'azote, le phosphore ou le potassium. Ils étaient paramagnétiques. Ces sols pouvaient être attirés, bien que légèrement, par un aimant puissant. Pas assez pour bondir du sol, mais suffisamment pour être détecté par un instrument sensible. Callahan mesurait cette propriété en unité CGS, une norme pour la susceptibilité magnétique. Les cendres volcaniques fertiles ou le sol du delta du Nil affichaient souvent des résultats supérieurs à 1000 CGS. En revanche, les terres agricoles épuisées, où le sable industriel atteignait à peine 50. Concrètement, une poignée de terre volcanique sombre dériverait vers l'aimant, tandis qu'une pelletée de terre épuisée resterait immobile. Il a place là l'effet d'antenne du sol. Chaque particule de roche paramagnétique agissait comme une minuscule antenne radio réglée sur l'énergie de fond de la planète. Ces minéraux, basalte, granit et certaines argiles,
captaient et stockaient les impulsions électromagnétiques naturelles de la Terre. Selon la vision de Callahan, les racines exploitaient ce champ, extrayant non seulement des minéraux, mais aussi une sorte de puissance électrique. Là où le paramagnétisme était élevé, les cultures poussaient plus vite, résistaient mieux aux maladies et nécessitaient moins d'eau. Là où il était faible, même les meilleurs engrais ne parvenaient pas à ranimer la terre durablement. L'eau, le partenaire silencieux de chaque récolte, se déplace à travers le sol et les racines d'une manière qui passe facilement inaperçue. Mais le magnétisme revendique quelque chose d'extraordinaire. Un simple aimant pourrait changer la nature même de l'eau. Dans les journaux de laboratoire de Davis et RUS, puis lors de tests sur le terrain dans les années 70, l'eau ayant traversé un champ magnétique est devenue plus fluide, moins visqueuse, absorbée plus rapidement et plus bénéfique pour les plantes. L'affirmation était audacieuse, mais le mécanisme était simple. Les aimants, en particulier le pôle sud, rompaient les amas de molécules d'eau, réduisant la tension superficielle de 30 à 40%. Des études modernes, bien que plus prudentes, ont mis ces chiffres à l'épreuve. Des essais examinés par des pairs en Égypte, en Turquie et en Iran utilisent des tensiomètres pour mesurer cet effet. Les résultats ont montré une réduction constante de la tension superficielle de l'eau, parfois de 15%, parfois de 25% de moins que l'eau non traitée. En termes pratiques, l'eau magnétisée circule plus vite dans un sol sec, pénètre les poils absorbants des racines avec moins de résistance et hydrate les semis en moins de temps. Une étude universitaire de 2020 a fait état de rendement de maïs supérieur de 18% après une saison d'irrigation magnétique sans engrais supplémentaires. Un autre essai en serre en Turquie a révélé que les haricots germaient 22% plus vite et poussaient plus haut lorsqu'ils étaient arrosés avec de l'eau traitée magnétiquement. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des avantages mesurables, des chiffres qui peuvent être vérifiés, répétés et cités. Toujours la polarité. Chaque aimant possède un pôle nord et un pôle sud, mais un seul côté accélère la croissance. Placez la boussole à plat sur une table et approchez une extrémité de l'aimant de l'aiguille. L'extrémité nord de la flèche sera attirée par le pôle sud de l'aimant. Marquez clairement cette extrémité. Une erreur entre le nord et le sud arrêtera ou tuera même vos graines. Ce n'est pas un détail qui peut être négligé. La méthode de chargement des graines est la plus simple. Placez vos graines de radis, de haricots ou de concombre dans un plat peu profond. Ensuite, placez-les directement sur le pôle sud marqué de l'aimant. Fermez le récipient hermétiquement pour conserver l'humidité. Laissez les graines pendant 24 heures. Ce délai est crucial. Trop court et l'effet est affaibli. Trop long et vous risquez le dessèchement. Après une journée de plantation habituelle, attendez-vous à voir des pousses jusqu'à 4 jours plus tôt. Pour dynamiser l'eau, fixez un aimant à un tuyau d'arrosage, le pôle sud tourné vers l'intérieur. Fixez-le avec du ruban adhésif afin que l'eau s'écoule devant la surface active. Maintenez le débit constant, pas plus de 1,5 gallons par minute. Des vitesses plus élevées perturberaient le champ. Pour construire un anneau magnétique pour arbre, enterrez 4 hengs dans le sol, les pôles sud tournés vers le tronc. Placez-les uniformément en cercle à environ 1,5 m de la base, à une profondeur de 5 à 10 cm. Cette installation simule les champs paramagnétiques que l'on trouve dans les sols volcaniques. Au sommet de sa carrière, le Dr Philip Callahan travaillait au cœur du laboratoire de recherche sur les insectes des céréales du sud de l'USDA à Tiffin, en Géorgie. Son titre officiel était entomologiste, mais son expertise s'étendait bien au-delà du monde des coléoptères.
Callahan a suivi une formation de technicien radio dans les United States Army Air Forces pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience de guerre, consistant à lire le langage des ondes radio, a façonné les questions qu'il a posées au laboratoire des décennies plus tard. Dans les années 60, Callahan a commencé à étudier les antennes des insectes sous de puissants microscopes, cherchant des indices sur la façon dont les nuisibles trouvèrent leurs cibles. Ce qu'il a vu l'a surpris. La structure des antennes des papillons de nuit et des coléoptères ne semblait pas aléatoire, mais ressemblait plutôt aux réseaux finement ajustés utilisés dans les radars. De longues tiges répétitives, couvertes de crêtes et de pointes placées à des intervalles précis. Pour Callahan, ce n'était pas seulement une curiosité biologique. Cela ressemblait à de l'ingénierie. Des années de recherche l'ont conduit à l'hypothèse radicale, selon laquelle les antennes des insectes pourraient agir comme des guides d'ondes diélectriques capables de détecter des signaux électromagnétiques bien au-delà de l'odorat ou du toucher ordinaire. Les caméras infrarouges ont révélé un monde caché dans le jardin. Lorsqu'une plante prospère, ses feuilles dégagent de la chaleur dans un flux constant et régulier d'un champ d'énergie continu. Sous l'effet du stress, ce schéma se décompose et la sécheresse, la maladie ou la perte de nutriments perturbent le métabolisme et la circulation de l'eau de la plante. La limace s'approche du bord de la plate-bande du jardin et commence à sonder le sol à la recherche de son prochain repas. Directement devant elle, un morceau de fil de cuivre se trouve à moitié enterré dans le sol humide. Lorsque la limace entre en contact, son corps comble l'écart entre le cuivre et le sol humide, complétant ainsi un circuit naturel. Un voltmètre relié au fil détecte une surtension d'un demi-volt à 1 volt générée par l'interaction du cuivre, du mucus et des électrolytes dans le sol. Ce n'est pas un tour de passe-passe ou un vœu pieux. La chimie est élémentaire. Le cuivre et la limace visqueuse créent une cellule galvanique, le même principe qui alimente une batterie. En quelques secondes, la limace recule. Son retrait est brusque et sans équivoque. Souvent moins de 2 secondes entre le premier contact et la retraite. La réponse est constante à travers des essais répétés. Même les limaces, les plus courageuses, quittant leur chemin après avoir touché le fil. Des chimistes du sol ont mesuré cet effet lors de tests contrôlés, enregistrant avec précision les courbes de stress et les temps de retrait. En moyenne, les limaces se détournent en l'espace d'1 seconde et demie et à 2 secondes, et tentent rarement de traverser une seconde fois. Nous pouvons voir l'effet, le mesurer et surtout le répéter. Contrairement au spray ou au granulé, qui ne laissent aucune preuve d'action, le fil de cuivre offre une preuve claire que n'importe qui peut vérifier. Le léger choc électrique est inoffensif pour la plante, mais il suffit à repousser la limace en créant une barrière vivante avec rien de plus qu'un morceau de métal et l'humidité déjà présente dans le sol. À Paris, en 1923, Georges Lakhovsky se tenait parmi les rangées de géraniums du jardin de l'acclimatation, avec un fil de cuivre à la main. Son expérience était simple. Des plantes infectées par des tumeurs de chancre du collet n'ont reçu aucun médicament, aucun traitement chimique, juste une boucle de cuivre, ouverte à une extrémité, soigneusement placée autour de la tige. Lakhovsky a appelé cela un circuit oscillant, inspiré par l'idée que chaque cellule vivante vibre comme une minuscule radio. Selon ses propres rapports, les résultats étaient spectaculaires. Les géraniums munis de bobines de cuivre ont survécu et se sont rétablis, tandis que les plantes non traitées se sont flétries et sont mortes. La nouvelle de cette démonstration s'est rapidement propagée dans les cercles scientifiques français et a fait la une de la presse avec des titres évoquant une nouvelle ère pour la santé des plantes. Lakhovsky publia des schémas et des descriptions dans son ouvrage « L'Universion » et déposa des brevets décrivant la conception de la bobine comme une simple boucle plutôt qu'un anneau fermé,
présentant toujours un interstice visible. Ces documents anciens, conservés dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, montrent la forme indubitable de la bobine de Lakhovsky. Près d'un siècle plus tard, ce même modèle d'une boucle de cuivre ouverte demeure au cœur de chaque manuel d'électroculture. La conception a peu changé depuis ses premiers jardins parisiens, transmettant l'héritage de ses origines aux mains des jardiniers d'aujourd'hui. Un siècle sépare la boucle de cuivre de Lakhovsky des bobines utilisées par les jardiniers de nos jours. Mais le modèle n'a pratiquement pas évolué. Le marché mondial des pesticides pèse plus de 60 milliards de dollars chaque année. Ce n'est pas une activité secondaire. C'est un moteur financier qui dépend de jardiniers et d'agriculteurs revenants, saison après saison, pour une nouvelle dose de produits chimiques. La logique est simple et impitoyable. Vous pulvérisez pour tuer le nuisible, mais le poison ne s'arrête pas à l'insecte. Il stresse la plante, abaissant sa tension interne et affaiblissant ses défenses naturelles. Ce stress modifie la chimie et le champ énergétique de la plante, la rendant plus attrayante pour les ravageurs. La vague d'insectes suivante n'est pas une coïncidence. C'est un résultat direct de la pulvérisation précédente. Les rapports de l'industrie et les bulletins agricoles reconnaissent discrètement ce cycle. Chaque application de pesticides réduit la résistance de la plante. Lorsque l'immunité décline, la plante émet un signal de détresse plus fort, que ce soit par des composés volatiles, des parois cellulaires affaiblies ou des changements dans les schémas énergétiques. Davantage de parasites arrivent, attirés par cette cible facile. La solution, selon l'industrie, est toujours plus de produits, une nouvelle formule, une dose plus forte. Abonnez-vous au dernier mélange. C'est l'engrenage des pesticides. 5 étapes répétées à l'infini. Pulvériser, stresser, signaler, infecter, recommencer. Le système ne récompense pas les plantes saines, saines pas. Il profite des plantes malades. Plus vous combattez, plus vous achetez. 4 méthodes. Un siècle de preuves enterrées. Électricité atmosphérique, pile de terre, champ magnétique, bobine de fréquence. Chacune a été brevetée, testée et discrètement mise de côté au profit de produits que vous devez racheter à chaque saison. La physique n'a jamais cessé de fonctionner. L'expérience vous appartient. Essayez une méthode. Suivez vos résultats. Si cela fonctionne, parlez-en. La meilleure façon de déterrer une science oubliée est de la planter dans chaque jardin extérieur. Une bobine de cuivre coûte moins cher qu'une tasse de café. 2 pièces de monnaie au fond de votre poche peuvent créer une pile vivante. Un aimant de bazar peut changer l'eau à jamais. Une boucle ouverte de fils de cuivre peut protéger la plante des nuisibles sans une seule goutte de poison. Les brevets sont toujours là dans les archives, attendant une nouvelle génération d'expérimentateurs. Les chiffres sont réels. Les mécanismes sont clairs. Les résultats sont mesurables. La seule chose qui vous sépare de l'énergie libre venant du ciel et de la terre est votre volonté d'essayer. Commencez par une plante, une bobine, une mesure. Documentez ce que vous voyez. Si la méthode fonctionne dans votre jardin, elle fonctionnera aussi chez vos voisins. Si elle fonctionne dans votre région, elle fonctionnera partout. La meilleure révolution ne commence pas dans un laboratoire ou une usine. Elle commence dans la terre sous vos ongles et dans les données de votre carnet, une graine à la.